Normalement, on est en live. Bonjour à tous. Que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien. S'il y a autre message, ah, c'est bon. Il y a 3 personnes qui sont manifestées. Salut Paul, salut Samir, salut Etienne. Samir, on est là. Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris. Bon, bienvenue à tous. Merci Laura d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Plaisir. De Marseillais, du Gros, réunis, enfin. Exactement. La qualité n'est pas qu'à Paris. Voilà. Pour ceux qui se demandent aujourd'hui, donc principalement grosses, on va essayer d'opposer, voir les différences et les rapprochements qu'on peut faire entre B2B et B2C. Le but, c'est que ce format il soit super interactif. On a des rubriques, mais après, on a laissé la place pour 5 à 10 minutes de questions à chaque fois que vous pourrez poser dans l'onglet de questions, du coup. Et comme ça, on pourra répondre à vos questions. Il y a des sujets qu'on pourra creuser. Et si on voit que la question revient beaucoup, on sautera des passages de notre côté et on vous proposera de répondre à vos questions. Du coup, est-ce que peut-être tu peux un peu te présenter c'est quoi ton métier de grosse B2C et de product chez Germinal et c'est quoi tes expertises aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais un peu dans ta semaine type, quoi? Yes, alors effectivement, moi j'ai un peu une double casquette chez Germinal parce que je m'occupe à la fois de la partie produit, donc l'antichambre, c'est un produit qu'on a lancé en juillet. Et donc je m'occupe de toutes les formations, des parcours de formation, de la communauté, etc. Et en plus de ça, étant donné que c'est moi qui monte les formations, je suis obligée de connaître bien les sujets qu'on livre en formation. Donc, voilà, tout ce qui est grosse, stratégie de grosse, les outils, etc. Et avant, en fait, d'être product, j'étais grosse stratégiste. Donc, je m'occupais des clients pour les missions commando qu'on a sur la partie service. Donc, c'est des missions assez court terme. On prend les clients de 1 mois jusqu'à 3 mois maximum et on leur fait découvrir exactement quelles sont les opportunités sur les différents leviers, que ce soit en B2B ou en B2C. Et moi, je suis spécialisée en B2C dans le sens, enfin un peu par la force des choses, parce que les clients que j'ai eus sont principalement des clients B2C. Okay. Et j'ai eu beaucoup de clients sur le long terme, 1 an et demi, sur cette partie B2C aussi. Ok, donc chez Germinal, vous exécutez des stratégies d'acquisition pour vos clients en mode commando de 1 à 3 mois. Et le but, qu'est-ce que vos clients attendent de vous, que ce soit en B2C ou en B2B, mais qu'est-ce que vos clients attendent de vous, du résultat ou juste de la data sur les leviers qui pourront utiliser? Ça dépend. Disons qu'on a 2 types de missions chez Germinal. Soit on a ce qu'on appelle les études de marché. Et là, on ne va pas tester des leviers, on va surtout tester des propositions de valeur, etc. Et là, ce qui va être important de comprendre, c'est quelle identité visuelle, quelle proposition de valeur, etc. Va attirer le plus de monde et enfin, le plus de traction. Donc ça, on n'est pas tant dans la performance, on ne va pas regarder les coûts, ce n'est pas très important de savoir qu'un lead est plus cher qu'un autre. Enfin, vraiment, on va analyser les choses dans le global. Et sinon, on a d'autres missions sur vraiment la partie découverte et savoir quels leviers sont les plus intéressants. Donc, on va semaine après semaine ouvrir des canaux et essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est un canal qui est une bonne opportunité ou pas pour le client? Donc, à la fin de la mission, logiquement, on a ouvert vraiment beaucoup de canaux. En fait, ça lui permet d'avoir comme une équipe grosse, mais qui est externalisée et qui est là pour, en gros, découvrir les opportunités assez rapidement, avec une qualité et une rapidité d'exécution qu'il n'aurait pas forcément au sein de son équipe. Ok, ça va, je le vends bien. Et du coup, est-ce qu'après ces semaines ou ces mois de découverte, est-ce que vous continuez à travailler avec eux en gros? Alors, ça dépend. Il y en a avec qui on continue justement la relation. Moi, quand je suis arrivée chez Germinal, mon rôle, c'était principalement ça, c'est-à-dire de reprendre les clients qu'on a eu en mission commando et de les scaler. On a arrêté cette partie parce que, pour plein de raisons internes. Aujourd'hui, il y a très peu de clients qu'on garde sur le long terme, mais ce qu'on fait et ce qui est important pour nous, c'est de leur laisser un plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé la mission commando, on leur dit voilà quelles sont les opportunités, voilà ce qu'on n'a pas pu creuser mais qui serait intéressant pour vous. Et en général, on essaye de les suivre plus sur la partie antichambre. On va leur proposer d'avoir 1 mois gratuit, par exemple, dans l'antichambre, et on va essayer de les former et continuer à les suivre de cette manière-là. Ok, c'est top. Ok, merci. Ouais, c'est assez intéressant. On a 2 métiers qui sont assez similaires.
Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends la parole rapidement. Donc, moi, c'est Pierre, je suis un des cofondateurs de la Briqueterie, qui est un hub du numérique à Marseille. On fait un peu tout sur le numérique, en vérité. On a une agence de dev, on a une agence grosse, et on a plein de freelances qui bossent avec nous sur du design produit, sur du SEO, Big Up Hugo. On a des partenariats aussi avec des agences inbound. Donc, on est vraiment un peu un centre du numérique. Oula. Ok, donc je pensais que c'était moi, mais on est d'accord, c'est Pierre qui a déconnecté. Ok. Désolée, je ne sais pas comment il va faire pour revenir. Je suis de retour sur la scène. Excuse-moi. Donc, du coup, je disais que, en gros, je suis content d'avoir aujourd'hui parce que nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de B2B à la briqueterie, beaucoup de calls Gmail, beaucoup de campagnes sur du B2B et c'est aujourd'hui, on va avoir les deux tendances. Et bah, du coup, la première question, pour toi, c'est quoi les différences majeures entre le B2B et le B2C? Peut-être j'avais mis audience, levier, le ton, mais je vais te laisser plus en parler, toi, ta perception des choses. Ouais, ben, en fait, pour moi, les différences entre le B2B et le B2C, elles sont vraiment intrinsèques au business. Ok, tu t'adresses dans les deux cas à des êtres humains avec une sensibilité, etc. Mais en fait, tu vas pas parler de la même manière à l'un à l'autre. Donc, effectivement, tu as un côté ton qui est hyper important. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être chiant quand tu fais du B2B, mais je trouve que tu t'adresses pas à une personne lambda. Il y a, en plus, il y a une possibilité qu'il y ait plusieurs qu'il y ait plusieurs personnes qui soient décisionnaires dans le cycle de vente, etc. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Ensuite, effectivement, au niveau des leviers, il y a des leviers qui sont communs, il y a des canaux d'acquisition qui sont clairement communs, mais il y en a qui sont plus spécifiques, notamment par rapport à l'audience, à la taille de l'audience, etc. Et ce qui différencie les deux vraiment, c'est que l'un, normalement, tu as un cycle de vente qui est beaucoup plus long, le B2B, et donc tu dois peut-être rajouter un process de sales, tu dois humaniser un petit peu plus la relation, l'acquisition, là où en B2C, logiquement, tu parles à une cible qui est grand public, qui est large et qui n'a pas besoin de personnalisation dans la majorité des cas. Et l'un, tu vas plus t'adresser peut-être à sa logique, à son besoin assez rationnel, là où sur le B2C, tu vas plus parler d'affect, d'émotionnel, tu vas jouer sur l'affectif parce que en B2C, notamment quand tu prends du e-commerce, tu vas jouer sur le fait les achats impulsifs, des choses comme ça, c'est clairement de l'émotion. Tu joues sur l'émotionnel, quoi. Donc, en fait, tu as vraiment d'abord le business en lui-même qui est différent. Tu vends pas la même chose au même prix, tu vends pas dans la même durée, tu vends pas de la même manière avec le ton. Et puis, l'audience est complètement différente et tu vas jouer sur d'autres leviers, l'un plus sur le rationnel et le besoin matériel et l'autre sur plus de l'émotionnel, quoi. Tu me parlais du coup de levier psychologique en B2C. Est-ce que tu as des exemples de choses que vous faites chez Germinal pour activer, par exemple, sur du e-commerce? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des experts copywriters dans la boîte qui vont principalement essayer de comprendre ce que le produit va susciter en termes d'émotions, etc. Là où en B2B, effectivement, tu vas plus mettre en avant des features, enfin des bénéfices, mais pas de la même manière, quoi. Tu vas vraiment toucher le côté rationnel. Donc, en e-commerce, nous, ce qu'on a tendance à mettre en place, c'est un flow qui est assez automatisé, etc. Là où en B2B, on va plus s'appuyer sur le client, sur la partie sales. Et donc, c'est là où on a clairement la différence de relation, quoi. Ok. Tu me parlais pour creuser un petit peu sur le levier et sur les leviers que tu utilises dans e-commerce, tu me parlais aussi de flow de relance panier abandonné. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui le mieux en B2C sur le e-commerce? Ouais, en fait, on sait que déjà, les paniers abandonnés, tu as 70% de personnes qui abandonnent leur panier, donc tu sais qu'il faut les rattraper à un moment. Donc, ce qui marche bien, c'est d'utiliser des outils justement pour relancer ça derrière avec des emails qui permettent soit de présenter
les items qui ont été mis dans le panier et qui ont été abandonnés, soit offrir un code promo. Enfin voilà, c'est des leviers un peu comme ça qu'on connaît, du FOMO, etc. Enfin, des emails derrière qui vont permettre de relancer. Tu peux faire un flow hyper complet avec tous ces, on va dire, ces biais cognitifs qu'on connaît, le FOMO, tout ce qui est enfin code promo, ça joue vraiment sur le psychique des personnes, donc il faut les utiliser. Nous, ce qu'on utilise aussi, c'est des programmes de parrainage. En gros, dès que la personne a acheté un article, enfin un item, quoi, on va proposer à la personne d'avoir un code promo ou alors d'avoir des goodies ou quoi que ce soit et d'envoyer un email à son entourage. Dès que la personne achète via cet email, bah, du coup, elle va pouvoir obtenir des cadeaux. Voilà. Et ça marche assez bien aussi. Pour le B2C élargi, là on parle du e-commerce, mais en B2C, globalement, ça marche assez bien de récompenser les personnes qui deviennent un peu des ambassadeurs au final. Ouais, on en reparlera après c'est un peu ce truc de B2B2C, mais c'est vrai que j'ai un parallèle aussi avec le B2B dans ce dont tu parlais, les biais cognitifs et un peu le FOMO et des choses comme ça. Il y a tous ces outils d'event-based marketing aujourd'hui que tu peux mettre en place. Je sais qu'à la briqueterie, on est encore aux prémices, mais je prends une boîte comme Gorgias, par exemple. Ben, eux, ils ont mis un flow en place. Dès que une entreprise qui est dans leurs critères de sélection poste une offre sur un site et en même temps ont changé de techno et ont mis une mauvaise note sur le logiciel qu'ils utilisaient, ben, hop, pousse le logiciel. Soit on peut aller aussi loin dans ce truc d'event-based marketing, comme un peu le panier abandonné, finalement, bah, tu peux mettre en place aussi des logiques en B2B qui peuvent être archi intéressants pour réactiver ton audience. Ouais. Complètement. Mais c'est clair que la frontière, elle n'est pas non plus hyper marquée entre B2B et B2C. Ouais. Parce que, après, je ne sais pas, toi, comment quand tu as un client B2C, est-ce que tu te sers de ton expérience B2B pour mettre en place ou alors tu repenses la stratégie? Mais moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je me sers beaucoup du B2C parce que bon, c'est ce que je connais le mieux, mais c'est aussi là où je trouve que tu as le plus de liberté d'action et le plus d'opportunités. Bon, une fois de plus, c'est peut-être parce que je connais beaucoup mieux. Mais je me sers du B2C, de ce que j'ai déjà fait en B2C pour l'appliquer sur des clients B2B. Et du coup, la frontière, elle est quand même assez fine, quoi. Parce que les apprentissages que tu as eu en B2C, tu peux t'en servir sur n'importe quel client. Le but, c'est vraiment d'avoir un process qui permet d'identifier comment tu vas pouvoir convertir le client et faire en sorte de ne pas le lâcher, effectivement, comme tu disais, de le relancer de la bonne manière, de manière personnalisée, etc. De ouf, ouais, moi, ce qui me fait peur, enfin, ce qui me faisait peur dans le B2C en soi, c'est que je voyais qu'il y avait quand même une grosse partie qui était dédiée aux régies et à la pub. Et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément à 100% à la briqueterie. On est beaucoup plus à l'aise sur des logiques B2B. Mais en soi, je vois aussi ce truc de combo que tu peux avoir en mettant de la pub à différentes étapes du parcours client. Et pour répondre à ta question, comme tu me disais, utiliser du B2B pour des campagnes B2C, ouais, ça nous est arrivé même récemment. On a un client dans la logistique, pour le coup, tu vois, qui a des enjeux, pas de lobbying, mais un peu d'évangélisation de son service. Parce que c'est un outil qui prône le dernier kilomètre, etc. Et bah, ces utilisateurs finaux, c'est des shankers, c'est des gros groupes, tu vois. Et ces groupes-là, au-delà de l'outil, ils ont besoin d'avoir un aspect RSE, une validation en fait, du public. Et du coup, on est en train de créer une communauté pour cet outil-là, pour ce logiciel-là, B2C en fait, qui soutient un peu ces initiatives, par le biais de concours, par le biais d'acquisition un peu automatisée sur Insta et de pub aussi, du coup. Mais finalement, c'est bizarre, tu vois, j'avais pas pensé à cette logique-là, mais c'est avec le titre qu'on a pensé à cette stratégie. Et du coup, en fait, ça marche assez bien parce que tu as du monde qui fédère autour du projet en B2C et du coup, le B2B voit ça d'un bon oeil parce que tu as une audience derrière, tu as déjà un public et va aller chercher ces services-là. Pareil, on a un autre client aussi qui travaille, qui a une appli pour une espèce de gestion de communauté d'allaitement pour les mamans. Et ça, pareil, elle fonctionne avec des dons et du mécénat de grosses boîtes. Sauf que ces grosses boîtes-là, pourquoi elles payent? Parce que elle a la communauté des mamans. Et ça, c'est purement du B2C, mais son modèle est B2B. Donc, ouais, en effet, il y a des stratégies comme ça à penser. Comme tu disais, on n'a pas besoin d'être emmerdant et chiant. Je pense qu'il y a des logiques à penser, même si vous avez une marque B2B, sur de la communauté, sur
sur un peu avoir un écosystème derrière qui vous soutient. J'ai 2 questions, je crois. Ouais, il y a 2 questions. Ouais, donc Jules, alors, attendez, je vais mettre les questions dans questions, comme ça on peut les montrer à tout le monde. Voilà, question de Julien. Hop. Donc là, normalement, vous la voyez. Est-ce qu'une des différences entre le B2B et le B2C ne serait pas le coût d'acquisition d'un client plus élevé en B2B? Je vais te laisser répondre, c'est toi la reine du CAC. Alors, effectivement, en gros, une des différences, c'est effectivement le coût d'acquisition. Parce que le coût d'acquisition client que tu es prêt à payer sur un client B2B et sur un client B2C, il est forcément pas le même. Parce que tu vas pas faire la même marge, en tout cas le même ROI, si tu signes un contrat à je sais pas, 10 000 euros avec ta marque B2B versus tu payes, je sais pas, un porte-clés 10 euros sur du e-commerce. Donc en gros, le coût d'acquisition client, tu le calcules et tu le mesures comment dire, tu te places, quand tu fais de la pub, tu te places par rapport à ce que ça va te générer comme revenu. Et effectivement, non seulement le cycle de vente il est plus long en B2B en général, mais en plus, le revenu généré est plus important, donc tu es capable d'avoir un coût d'acquisition qui est plus élevé. Aussi, étant donné que la cible est plus petite en général, c'est-à-dire que si tu as un produit qui concerne, je ne sais pas, 10 000 boîtes françaises, ben forcément, tu vas avoir plus de difficultés à toucher cette cible puisqu'elle est plus petite. Là où un produit grand public, ben, tu peux un petit peu avoir des audiences très, très larges allant jusqu'à des millions de personnes. Tu auras mathématiquement un coût d'acquisition qui sera moins élevé. Donc, par la force des choses, effectivement, une des différences, c'est le coût d'acquisition. Je suis d'accord. Ok. Ça répond bien à ta question, Julien? Du coup, oui, je suis d'accord. En soi, c'est plus élevé en B2B, mais vu qu'il y a des paniers moyens plus importants et du coup, des cycles de vente, c'est un peu plus long, mais plus chaud à aller choper, ben, forcément, les coûts d'acquisition sont peut-être plus élevés. Après, est-ce que tu as l'exemple aussi peut-être des marques B2B qui pensent énormément en awareness? Tu vois, tu en as aussi qui vont aller dépenser énormément de pub, pas forcément pour leurs clients, mais pour un peu leur image de marque, quoi, finalement. Ouais, bah, effectivement, tu as beaucoup d'entreprises B2B qui vont, soit parce qu'elles ont besoin de faire du SEO, soit parce qu'elles ont besoin d'avoir des adhérents à la marque, on va dire, dans les équipes, qui vont faire du contenu, qui vont faire de l'awareness, notamment sur LinkedIn, qui vont faire toutes sortes d'actions, des webinars, des choses comme ça, qui permettent en fait d'avoir une notoriété qui est plus importante et de toucher indirectement leurs clients, en tout cas ceux qui vont utiliser leur outil. L'exemple que j'avais en tête, c'est notamment Lemnis. Tu vois, Lemnis fait énormément de contenu sur comment utiliser son outil. Alors, il y a bien sûr des logiques de SEO, hein, mais c'est quand même hyper intéressant de se dire que quand tu as l'outil en main, tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser sereinement, tu vas savoir toutes les problématiques que tu vas avoir, tu vas avoir la réponse. En gros, tu as le personal branding aussi de Guillaume Houbèche dessus. Enfin, voilà, en gros, tu as des boîtes qui se reposent pas uniquement sur leur marque, se reposent pas uniquement sur les contrats, sur le bouche à oreille, etc., avec des leviers qui sont dits traditionnels, mais qui vont avoir des logiques presque de B2C, entre guillemets, puisqu'elles vont essayer d'avoir l'adhésion en fait, des personnes qui vont effectivement utiliser, si c'est un outil, l'outil, quoi. Ok, super intéressant. On va peut-être, dans mon oreillette, on me dit qu'on aimerait bien que tu nous présentes un peu une campagne Germinal B2C. Tu vois, comment ça se compose? Et moi, peut-être qu'après, je montrerai une des campagnes B2B ou je l'énoncerai. Est-ce que, pas forcément sans citer de clients, si vous avez un peu de règles par rapport à ça, mais est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de campagnes qui ont bien marché? Ouais. Par exemple, si je te prends une campagne, on va dire e-commerce, alors c'est vrai qu'on commence généralement par des canaux payants assez classiques qui vont nous permettre d'avoir un gros volume pour identifier ce qui marche le mieux. Nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est de tester des formats de publicité, des propositions de valeur, des messages au global et aussi des landing pages. On fait beaucoup de tests de landing page pour savoir si en gros, si on peut améliorer telle ou telle chose sur le site ou sur la page produit, etc.
Et donc, les canaux qu'on va tester d'abord, ça va être Facebook, Google, assez classique. Derrière, on va toujours essayer de mêler acquisition directe, prospection et retargeting, toujours avec des logiques, avec un funnel qui est dessiné de manière assez complexe. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision, même si on n'intervient que sur une petite durée, le but, c'est d'avoir une vision sur le long terme et donc d'avoir toutes ces logiques d'acquisition, donc avec tous les leviers, les canaux payants, mais aussi intégrer, pourquoi pas, de l'influence, des programmes d'affiliation dont je parlais tout à l'heure, et d'affiliation de partenariat, enfin de parrainage, en gros, voilà. Et du SEO. Le SEO, on ne prend jamais en charge, on n'a pas du tout d'expertise dessus, mais on suggère toujours, par exemple, sur une marque de lingerie, on va toujours suggérer d'avoir des contenus qui permettent de connaître comment mesurer son tour de poitrine, savoir comment sélectionner en ligne, etc. Enfin, en gros, des guides un peu qui, voilà, et en SEO, ça marche assez bien. Et derrière, une fois qu'on a commencé avec la prospection, on va faire du retargeting et surtout, on va faire ce qu'on disait tout à l'heure, des emails de réachat, toujours proposer des programmes de parrainage et essayer d'avoir plusieurs niveaux d'action, en fait. Une fois qu'on a retouché la personne une fois, on va essayer de la retoucher avec une étape un peu plus loin dans le funnel et on essaye de jamais perdre la personne pour mener toujours à la conversion, quoi. Ça. Et vous dessinez avant de dessiner votre funnel avant, vous avez chaque étape qui est bien définie avec tous les budgets, les créas, etc. Comment ça se passe un peu la préparation d'une campagne? Je sais pas si je peux partager mon écran. J'ai un exemple de funnel. Ouais, carrément. Pour être montré. Alors, comment ça marche? Là, partager l'écran. Tac. Voilà, vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Ok. Donc, en gros, là, c'est vraiment un truc assez classique. C'est pas pour un client en particulier qu'on a fait ça, mais c'est juste une logique que nous, on essaye d'avoir à chaque fois. Où, en gros, on a tous les canaux qu'on pourrait activer, à savoir que des canaux comme YouTube Ads, il faut avoir des vidéos qualitatives. On n'a pas mis TikTok, mais pareil, TikTok, il faut avoir des contenus qui sont assez adaptés à la plateforme. Et bref, c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, derrière, on a toujours des logiques on arrive sur la page produit, la personne ajoute au panier, on peut la retargeter derrière si elle a fait un drop ici, on la ramène sur la page produit avec toujours des canaux qui redirigent vers la page produit, paiement initié, enfin bref, à chaque étape du funnel, on essaye d'avoir des actions qui pourraient permettre à la personne d'être retouchée et donc de ramener vers la conversion. Pour répondre à ta question concernant un peu comment on fait pour le déroulé des missions, en général, on prend le client dès le début, on fait un kick-off, on lui présente la stratégie qu'on va faire et après, c'est à la semaine, on itère à la semaine. Donc, ce que je vous ai montré par rapport au funnel, on va décider des canaux qu'on va faire sur, par exemple, 4 semaines. Et semaine 1, on va faire, par exemple, Facebook, Google. Ensuite, on va faire peut-être Facebook Remarketing et du display, c'est n'importe quoi. Mais genre, à la semaine comme ça, on va à la fois regarder les résultats qui ont été faits la semaine d'avant et à la fois décider de ce qu'on va faire la semaine d'après. C'est un système d'itération assez simple. Pour présenter tous les messages, publicité, landing page, on a des process pour avoir des retours assez rapides, des outils comme classiquement comme Google Sheet, on a un template où on met exactement nos pubs et pour la landing, on a un outil dont là j'ai oublié le nom. C'est quoi, c'est Webflow? L'outil pour créer la landing page, c'est Webflow, mais pour avoir des retours du client, je ne sais plus comment il s'appelle. En gros, la personne peut très rapidement épingler son commentaire sur la landing directement. Donc, voilà. Stylé. Ok, c'est top. Et j'ai une question là, c'est combien ça coûte une mission commando et à partir de quel budget vous travaillez? Ça, c'est plus pour ma question. Ok, alors, une mission commando, ça démarre à 12 000 € avec 4 itérations, sachant que ça inclut pas les budgets médias, effectivement. Et l'objectif, en fonction de si c'est une mission B2B ou B2C, on va calculer le budget média dont on a besoin dès le début de la mission pour vous dire en gros, pour se projeter sur un volume de conversion qui soit suffisamment élevé pour avoir des apprentissages. Donc, sur les régies classiques en B2C, en Facebook, on recommande d'avoir minimum 1 000 € à dépenser par semaine. Donc, ça revient quand même à un budget qui est
assez important. Mais comme on Bien sûr. teste très rapidement, il faut vraiment qu'on ait des volumes importants. Mm. Et après, ça dépend les régies, ça dépend le produit, ça dépend les volumes de recherche, si Bien on est sûr. sur Google, etc. C'était déjà arrivé après étude de dire au client, bah, franchement, ton produit il est pas ouf, Ouais. faut que tu réorientes. Ouais. Oui, ben, surtout sur les études de marché, quand on fait une étude de marché, qu'on teste 3 positionnements différents et vraiment, enfin, ça peut nous arriver d'avoir des centaines de pubs testées, des milliers d'euros dépensés et qu'on voit que ça ne convertit pas derrière et que personne n'est Mm. intéressé par le produit. Ben, c'est vrai que c'est aussi l'objectif d'une mission de dire, en fait, on pense qu'il n'y a pas de product market fit, on pense qu'il n'y a pas de traction sur cette verticale-là, on pense que voilà, que ce service-là, il n'est pas à ouvrir, enfin, en gros, il n'est pas à créer. Parce que souvent, en Ouais. fait, on fait gagner beaucoup de temps. Pour les études de marché, c'est souvent des grands groupes qui font appel à nous. Et eux, en interne, ils mettraient peut-être 6 à 8 mois pour faire leur étude Mm. de marché. Nous, on le fait en 1 mois. Donc, ça leur fait Ouais, puis gagner beaucoup de c'est temps. du Et vrai c'est la data. réponse. De quoi? Et puis c'est de la vraie data, c'est pas des études avec des Ouais, ouais, questions. c'est ça. Ok. Exactement. Et du coup, y a jamais aucun client qui t'a dit non, mais c'est parce que vous n'avez pas réussi à convertir. Et ça arrive, bien sûr. Mais après, nous, on fait ça nous arrive de faire des erreurs aussi, on est des êtres humains. Mais le Ah truc, c'est bon? qu'en général, on voit, on voit les choses venir quand même au fur et à mesure de la mission. Donc, si dès la première semaine, on n'a pas de résultat, on va quand même se poser parce qu'on rencontre le client toutes les semaines. Donc, l'évolution, on la Ouais. suit de très près. C'est pas très court, une semaine, mais si on dépense suffisamment de budget, on voit quand même des tendances. Et en général, on arrive assez bien soit à prévenir le client que ça part mal, soit à tout de suite itérer, à trouver une solution qui permet de faire en sorte que la mission se termine très bien. Mais on a des clients qui n'ont pas de souci non plus à ce que ce qu'on leur dise finalement sur cette verticale, sur Ouais. cette truc, c'est pas ça qu'il faut développer, etc. C'est un Ok. apprentissage aussi, quoi. Ok. Est-ce que j'aimerais bien du coup qu'on compare un petit peu les workflows en B2C et en B2B. Est-ce que tu peux remettre un petit peu ton workflow B2C et après je montrerai un peu notre système d'info à la Briqueterie, comment on fonctionne pour, Carrément. euh, pour voir aussi un peu s'il y a des différences entre les outils utilisés, les stacks, tu vois. Donc là, si on part du top funnel, en gros, ça c'est donc tu vas avoir ta page produit où tu vas envoyer des audiences. Donc là, tu as mis, j'imagine que c'est symbolique, tu peut-être pas tous ces canaux d'un coup. Facebook, AdWords, YouTube, Gmail, Snap, l'affilié. Donc ça, tu m'as dit, c'est un canal par semaine environ. Ouais. Et après, tu as une suite de conditions. En fait, c'est donc, s'il y a de l'achat, tu proposes peut-être de l'upsell, des choses comme ça. Et après, sinon, c'est que du retargeting tout le long avec Ouais. des outils sur les canaux. Ok, archi intéressant. Et vous avez un outil en interne pour gérer tous ces canaux-là et enfin, ou est-ce que vous gérez à chaque régie à son business manager et vous vous amusez à aller chercher? Ouais, alors nous, ce qu'on a automatisé en interne, parce que c'est un peu notre régie phare sur Facebook, c'est l'importateur de campagne sur Facebook. C'est-à-dire Ok, qu'on a la capacité d'automatiser, en fait, de créer beaucoup d'audience, de les splitter si besoin par âge. C'est vrai que ça peut être intéressant pour des clients. Moi, c'est pas ce que je recommande quand je fais du scaling, mais peu importe. Mais en gros, on peut splitter sur le genre, sur les tranches d'âge, etc. Et l'importer directement dans Facebook. Ça, on l'a automatisé, on l'a fait. Et ce qu'on a automatisé aussi derrière, c'est tout ce qui est reporting, grâce à ok. un système CM qu'on met qu'on a créé et qui nous permet derrière, sur n'importe quelle régie, depuis Analytics, de pouvoir avoir le reporting automatisé. Sinon, tout le reste, en gros, c'est Ça, sur ouais. chaque régie, on intègre les campagnes et on regarde les perfs et on optimise en fonction. On n'a pas de, comment dire, on n'a pas d'outil qui nous permet de tout regrouper. Hmm. C'est ce qu'on est en train de développer en interne dans l'antichambre. À terme, tu vois, on pourra avoir, mince, j'ai cliqué, on pourra avoir ce funnel-là et puis on pourra dire, sur telle page, avec telle proposition de valeur, on a eu tant de conversions, donc c'est celle-là qui performe. Enfin, on est en train de développer un truc comme ça parce que c'est un peu l'objectif d'aller toujours plus vite et de faire toujours Hmm, mieux. bien sûr. Mais aujourd'hui, on l'a pas encore. Ok. Ben, je vais peut-être, si ça vous intéresse, je vais mettre mon funnel à moi. Enfin, c'est pas vraiment le funnel, mais c'est plus la stack d'outils qu'on utilise et l'orga qu'on a en interne
sur la briqueterie. Et je pense que ça peut être intéressant. Comme ça, les gens pourront poser leurs questions et opposer les deux systèmes. Est-ce que vous voyez tous? Vous voyez tous mon écran? Ouais. Donc ça, c'est vraiment le schéma archi simplifié pour que toute la boîte soit au courant de ce qu'on fait. Mais en gros, voilà, c'est un peu les mêmes logiques finalement de toucher les prospects à plusieurs points de contact. Mais en gros, voilà, toute mon acquisition, elle est vraiment centralisée au milieu, quoi. On va dire que l'acquisition de trafic, alors nous, on fait que de l'organique. On a fait un peu de Google Ads, mais on s'est recentré sur l'organique. Donc, énormément de contenu, beaucoup de contenu éducatif. Et toute l'acquisition de trafic part sur notre site ou sur l'académie ou sur un webinaire comme vous êtes aujourd'hui. Et derrière, il y a, si vous zoomez un peu, il y a un certain nombre d'automatisations, notamment sur Podia, du coup, qui est notre académie en ligne où on fait plein de cours, un peu comme l'antichambre chez Germinal, où en fait, tous les utilisateurs actifs vont aller sur le CRM. Donc, nous, on utilise HubSpot. Pareil, sur Webflow, on a des landings, des formulaires, des brochures qui sont sur HubSpot aussi. Et Livestorm, pareil, on parlait d'event-based marketing. Parmi vous, il y en a qui regardent le webinaire plus que d'autres et on a des temps d'utilisation, du coup, on a des stats. Et en fait, toutes ces données sont croisées un petit peu. Et moi, dans HubSpot, j'ai tout centralisé. Et derrière, j'ai des events en fait, qui partent sur les prospects qui sont le plus intéressés, qui ont le plus interagi avec mon contenu, qui se sont inscrits à 1, 2, 3 cours. Je n'ai pas encore mis en place de lead scoring, mais c'est peut-être la prochaine étape. Donc ça, c'est toute la partie inbound, en fait, les gens qui viennent chez nous et nous demandent directement du service. Et il y a toute la partie outbound aussi. Ça, c'est archi intéressant parce que l'outbound, pour moi, sur le B2B, elle est archi dure à faire sur le B2C, notamment parce que nous, on utilise LinkedIn et le cold Gmail. Et le cold Gmail, par exemple, on prospecte que sur des emails pro. Je ne sais pas si ça vous arrive de prospecter sur des emails perso, mais enfin, voilà. Il y en a encore qui le font et c'est vraiment dégueulasse. Un petit disclaimer à tout le monde. Donc, du coup, ouais, pour l'outbound, on utilise énormément LinkedIn. Donc, c'est ce navigateur parce que la base de données est juste folle. Et après, il y a deux petits tools aussi que j'utilise, c'est Société Info et Papers. Donc, ça, c'est vraiment des bases de données cool où on a plein d'infos et on peut aller scraper de la donnée. Donc, soit moi, j'utilise beaucoup WebScraper qui est facile, mais après, vous pouvez le faire avec des outils archi simples, genre Instant Data Scraper ou des trucs comme ça. Ou Phantom Buster, par exemple, qui vous permet aussi de scraper. Ensuite, on a enrichi tout ça dans un outil qui s'appelle Drop Contact. Et là, il va nous chercher les emails pro, le titre de poste, le LinkedIn, le code NAF, le chiffre d'affaires, tout ce que vous voulez. Et derrière, ça part en séquence d'email, donc avec l'emlist, et en séquence de LinkedIn. Donc voilà, c'est pareil, c'est plusieurs points de contact sur l'emlist. Maintenant, moi, nous permet de faire du coup du multi-channel. Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux maintenant quand on va d'abord visiter un profil LinkedIn, ensuite envoyer un petit email, ensuite revisiter le profil et inviter la personne, etc. Et encore une fois, tout ça, ça arrive dans le CRM. Mais tu vois, la différence ici, c'est que j'ai besoin, moi, d'intervenir en tant que sales. Et à un moment donné, j'ai cette notification dans le CRM. Le client ne va pas passer à l'achat tout seul. Nous, on vend des formations ou du conseil avec des paniers qui sont, pareil, un peu plus élevés assez élevés. Donc, du coup, hop, quand tout ce flow-là vient, la finalité, c'est le CRM. Et derrière, c'est moi qui décroche mon téléphone, mon parcours, mon discours de vente, etc. Le truc que tu n'as pas forcément, voire pas du tout en B2C, peut-être dans l'assurance, des trucs comme ça, et encore quoi. Ouais. Mais c'est clair que la dimension humaine, elle est beaucoup plus importante en B2B avant l'achat. Là où la dimension humaine, elle est importante en B2C après achat en général. Tu vois, tout ce qui est support client, etc., c'est hyper important. C'est ce qui va te permettre de fidéliser quelqu'un et voilà, si tu es réactif, etc. Mais c'est après l'achat, là où la dimension humaine, elle est importante pendant le closing, quoi. Je suis d'accord. Trop bien. On a un petit truc, un autre sujet à aborder, c'est les leviers B2C activés pour une marque B2B et inversement. Peut-être un exemple de B2B2C. Juste, j'en profite. Est-ce que vous avez des questions sur l'un ou l'autre workflow, que ce soit en B2C sur le workflow de Laura ou en B2B sur le mien? N'hésitez pas, je vous laisse 10 secondes si vous voulez poser votre question. Ok. Donc, on a une question d'Étienne qui dit quelle est la pertinence de créer du contenu online, webinar, podcast, article, sur du B2B avec une cible locale et non nationale? Tu veux répondre à ça, Laura? On est pas sur la partie B2B, c'est comme tu veux.
Ouais, bah, c'est vrai que moi, j'ai déjà ma petite idée. En soi, hop, je vais la mettre là au milieu pour remettre la réponse directe. Ouais. Créer du contenu online sur du B2B avec une locale et non nationale. Franchement, bah, si, archi pertinent, archi pertinent. En soi, quand tu vas créer du webinaire, podcast, des articles, tu vas avoir une cible qui, malgré toi, va être élargie. Parce que bah, dans ta distribution, tu vas avoir des gens qui ne sont pas forcément du local, qui vont venir à tes webinaires, un peu comme ici, il n'y a pas que des gens de Marseille. Après, c'est à toi de faire le traitement derrière, et si tu veux que du local, pourquoi pas. Après, tu peux très bien faire du webinar privé. Il y a une stratégie qui marche super bien pour nous, en tout cas, c'est faire du webinar, par exemple, privé, où en gros, tu fais une campagne d'email en proposant à, je sais pas, peut-être pour toi, tous les incubateurs de Grande Provence, tous les incubateurs, tous les coworking, etc., un accès privé à un webinaire, tu vois, que tu ne mets pas en public. Tu les shoots avec une campagne ou avec LinkedIn. Et après, pour le coup, là, tu n'as que ton audience réservée, l'audience qui te plaît à toi vraiment. Ouais, c'est archi pertinent, honnêtement. De toute façon, le contenu, je dirais jamais que c'est pas pertinent. C'est la chose qui marche le plus aujourd'hui. Après, c'est la distribution. Tout est dans la distribution. Et pour le coup, c'est là que tu vas aller te positionner en local. C'est parce que tu vas aller l'envoyer à des gens qui sont vraiment intéressés. Ou alors, tu vas faire de la pub, tu vois, pour le coup, sur une zone dédiée. Laura, est-ce que tu as des tips un peu pour la pub, faire de la pub en local? Ouais, pour la pub en local, en gros, moi j'en ai fait beaucoup, notamment par exemple pour une application du type un peu comme Too Good To Go, où en Ok. gros, pour le coup, le local était hyper important parce que on devait parler des paniers qui étaient dispo dans le carrefour qui était à 200 mètres des personnes. Et donc, effectivement, pour la pub en local, ce qu'il faut faire, c'est vraiment personnaliser le message avec cette dimension locale. Il faut faire attention à la taille des audiences parce que souvent, tu peux avoir des coûts qui augmentent très rapidement si ton audience, elle est toute petite. Mais en gros, ça se fait et même sur Google et tout ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux personnaliser vraiment même les titres, Ouais. les descriptions, etc. Et le taux de clic, du coup, quand c'est hyper personnalisé comme ça, que c'est bien ciblé, en fait, tout de suite, c'est très, très bon, quoi. J'avais Maintenant, entendu. ouais, Non, vas-y. vas-y, pardon. Non, j'avais entendu parler juste pour compléter ce que tu dis, d'une technique un peu border, mais c'était du micro-targeting. Et en gros, tu pouvais choisir une audience et ensuite exclure des audiences à l'intérieur de cette audience pour cibler, par exemple, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments. Est-ce que ça marche toujours? Bah, oula. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu à le faire, mais c'est tout à fait possible en fait, c'est tout à fait possible de mettre par adresse. Donc, en fait, tu peux juste mettre, enfin, par exemple, sur Facebook, c'est tout à fait possible de mettre l'adresse concrète d'un lieu. Donc, moi, je te dis, c'est ce que je faisais, par exemple, pour des carrefours, cibler des carrefours, des francs-prix ou des choses comme ça avec une toute petite zone autour. Je mettais l'adresse. Je mettais l'adresse du Franprix et je mettais, je sais pas, 1 km, 2 km autour max pour Ok. cibler les personnes qui habitaient vraiment dans cette zone et qui pouvaient aller récupérer le panier de ce Franprix-là. Donc, le micro-ciblage, ça existe toujours et c'est hyper pertinent, quoi. Ok. Bon, ben voilà, du coup, Étienne, tu peux les, je sais pas moi, le centre des impôts de ta région pour leur proposer des webinaires sur le marketing, si tu veux. Ok, du coup, j'ai une autre question de Robinson ou Robinson, je ne suis pas sûr. Du coup, qui demande si on peut utiliser Web Scrapper avec Instagram. Alors, ça, c'est aussi un sujet qui est intéressant. Il y a énormément d'outils en B2B que tu ne peux pas utiliser en B2C. Donc, la réponse, c'est non. On ne peut pas utiliser Web Scrapper avec Instagram parce que, en fait, comment ça marche le scrapping? Ça va aller chercher des bouts de code, en fait, dans l'application ou dans la page web. Et tout ce qui va être Insta, Facebook, notamment tous les services de Facebook, vont générer du code dynamique. C'est quasiment, enfin, c'est ultra chiant à scraper. Donc, tu n'as pas vraiment de solution avec WebScraper. Par contre, tu as des autres outils qui te permettent de faire des choses précises et pas juste scraper tout, comme par exemple Phantom Buster sur Instagram qui marche assez bien, où là, tu vas pouvoir aller scraper des posts d'influenceurs, tu vas pouvoir aller scraper des hashtags, tu vas pouvoir aller scraper est-ce que ce post-là a le plus de likes, etc. Et du coup, croiser ta donnée pour savoir quels topics sont les plus intéressants. Ça marche plutôt bien. Donc, c'est Phantom Buster, PH au début. Et il y a un autre outil qu'on utilise en ce moment, moi c'est un peu un instant promo, c'est un collègue à moi qui la dev, mais ça s'appelle Hectora.
EK, je le mets dans le chat, Hectora. Et ça, pour le coup, ça marche bien sous l'automatisation Insta. Alors, c'est pas un truc de bourrin comme on avait avant où il y avait 10 000 abonnés ou des formats clics, etc. C'est vraiment, on poste du contenu et lui, pendant que nous, on n'utilise pas le compte, il fait des interactions, il automatise, il va liker, il va avoir des stories, etc. Donc, en soi, oui, il y a des outils, il y a des utilisations communes, mais en général, les outils sont archi différents en B2B, en B2C. Et tu me dis, mes prospects sont plus des restos, donc ils sont plus sur Instagram que sur LinkedIn. Ouais, ben c'est clair. Hein. Ça aussi, c'est un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de solutions B2B, mais avec des clients finaux qui ont des comportements d'achat B2C. Genre les restos, genre les commerçants, les docteurs, par exemple, une misère à les prospecter alors que c'est du B2B. Donc ça, c'est des logiques un peu B2C finalement, B2C2B, je sais pas trop comment ça marche, mais et du coup, bah, nous, ce qu'on a fait par exemple pour les docteurs, il n'y a pas 30 000 solutions. Les autorépondeurs, ça marche bien pour les restos aussi. Vous pouvez aller envoyer en fait des messages automatiques, des messages vocaux automatiques. En gros, ça sonne, ça raccroche, ça laisse un message, et après il se prend un mail éventuellement. Vous avez aussi des logiques sur les restos, bah, de la pub en soi. Là, pour le coup, la pub est adaptée, choses comme ça. Et Etienne. Ouais, pardon, vas-y, Laura. Non, vas-y. Je disais juste que la pub, ça marche bien. Bah ouais, c'est vraiment cool. Et même, on peut imaginer de la pub avec un questionnaire qui vient prendre un email et après un flux derrière. Et ouais, ils viennent carrément pour les restos, scraper Google My Business avec Phantom Buster. On a d'ailleurs un tuto sur l'académie pour ça. C'est en gros, ça vous permet d'aller faire une recherche assez précise sur Google My Business ou sur Google Maps. C'est Google Maps qui va scraper Google My Business du coup. Et vous faites une recherche avec Google Maps, vous mettez l'URL dans Phantom Buster et il vous sort le nom des restos, le lien du site. Et après, vous avez un autre outil Phantom qui vous permet d'aller récupérer tous les réseaux sociaux de ce que vous nous scrapez. Donc ça peut être une approche intéressante pour du local, pour du archi-local et pour du B2C, pour des sites B2B, mais un peu dur à aller chercher. Vous pouvez carrément faire ça et scraper ça. Et après, aller chercher les réseaux sociaux, les contacter en direct sur Twitter, sur Insta. Et faire un travail manuel, mais vous avez déjà la base de données qui est faite, quoi. Ça, ouais, bonne idée. Ouais, carrément. On a déjà testé justement de faire du scrapping sur Google Maps, etc. Et ça marche assez bien. Ouais. Le truc, c'est que derrière, par email, les restos, c'est un peu compliqué de les avoir, honnêtement. Les taux de réponse sont pas, enfin nous, de ce que j'avais vu, les taux de réponse sont pas énormes. Là où la pub, c'est plus simple d'avoir des leads qui sont qualifiés et de pouvoir les closer après par téléphone. Tu vois, tu demandes plutôt que pour des emails, tu me demandes le numéro de téléphone ou tu demandes les deux, peu importe. Et après, de les avoir au téléphone, c'est beaucoup plus simple que par email. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé en tout cas. Non, mais oui, c'est vrai, tu as des cibles comme ça qui sont archi demandeuses d'humains, entre guillemets, sinon ils ne te parlent même pas. Mais d'ailleurs, on regarde, ça va être la prochaine question de Chamaï, du coup. Sa question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour l'acquisition sur des cibles professions libérales, type avocat, expert comptable, médecin, comment les cibler sur les réseaux sociaux généralistes? J'ai bossé pour un SaaS, donc un logiciel qui visait les avocats, un moteur de recherche jurisprudentielle un peu à la doctrine. Et pour le coup, les avocats, c'est assez galère de les avoir. Ils n'ont pas trop le temps. Ils n'ont pas envie de te parler. Surtout quand tu n'es pas avocat ou que tu n'es pas dans la profession. Donc, en soi, la pub, Doctrine a fait énormément de pub. Le référencement, en soi, moi, je pense que toutes ces tu vas me dire ce que tu en penses, Laura, mais toutes ces professions libérales, en fait, il faut carrément les laisser venir à toi. Tu vas essayer de te placer, mine de rien, sur leur parcours. Par exemple, en SEO, donc, je sais pas moi, un article, les 10 meilleurs logiciels pour les professions, pour les avocats ou pour les experts comptables. Tu vas aller pousser ce contenu en publicité. Tu vas aller peut-être essayer d'aller chercher de l'influence sur LinkedIn en postant des contenus souvent et en te positionnant comme expert. Mais c'est vrai que le taux de confiance des professions libérales est archi bas face au digital et c'est compliqué. Les médecins, c'est très compliqué. À part au téléphone, franchement, faut demander à Doctolib de Balance ta Startup, là, il y avait des exemples. Ils harcelaient les médecins au téléphone et ils allaient chez eux porte à porte, même s'ils avaient déjà dit non. Et c'est archi dur de les prospecter. Aussi. Ouais, sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est plus le contenu qui va se différencier et l'expertise plutôt que vraiment cliquer ici une promo pour, je sais pas si c'est ce que j'en pense, Laura.
Ouais, moi je trouve que c'est des professions à aller chercher sur des requêtes intentionnistes et sur Google. Parce qu'en gros, sur Facebook, ce que tu fais, c'est que tu vas à ton audience, là où sur Google, c'est ton audience qui vient à toi. Et donc, sur des professions comme ça qui sont peu disponibles et qui ont des spécificités vraiment très particulières, en gros, nous, on a eu effectivement, je crois pas qu'on ait eu des experts comptables, il me semble pas, mais médecins et avocats, on a eu, orthodontistes, des choses comme ça. Et en gros, on se positionnait sur des requêtes très, très, très intentionnistes en Google Search. On a eu d'un côté, pour les avocats, c'était toutes des jurisprudences, des mises à jour de jurisprudence, tout simplement. Et en gros, c'était un client qui faisait de l'abonnement pour avoir accès à ces documents-là. Bon, c'était assez spécifique dans un droit un peu particulier, je crois que c'est le droit du travail. Donc, vraiment très, très précis. Et en fait, on a dû faire du Google Search avec plein de campagnes différentes sur des termes très spécifiques. Et bien sûr, c'est ce qui a le mieux marché parce que c'est là où on arrivait à capter en fait l'intention d'une personne et à lui offrir ce dont elle avait besoin. Là où, par exemple, un canal comme Facebook, c'est moins pertinent parce que ça doit correspondre en fait à un besoin, à une recherche, à un besoin de documentation qui est vraiment très instantané. Et pareil sur les médecins, on était sur de la posologie pour le coup, en ligne, parce que voilà, il y a des médecins, soit ils potassent leurs livres, soit ils vont sur Internet. Et là aussi, on a eu un petit peu la même stratégie de se positionner sur des mots-clés, sur des requêtes intentionnistes. Donc, pour les réseaux sociaux généralistes, honnêtement, personnellement, de ce que j'ai observé, c'est pas ça qui fonctionnait le plus. C'était vraiment des canaux où tu arrivais à capter un besoin à un instant T, quoi. Donc, tout ce qui est Google Search, Google Display, pourquoi pas. Mais, Ouais, bien les laisser venir à toi. Et je réponds juste à la deuxième question du coup de Mike qui me dit que donc la télévente peut être pas mal en parallèle. Je pense que la télévente, si tu appelles télévente, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui décroche son téléphone pour l'appeler. Le phoning, Justine, je pense que c'est essentiel. En soi, justement, c'est tout ce funnel d'acquisition. Tu n'arriveras pas c'est dur de les faire acheter comme ça, sur un coup de tête, vraiment en speed. Mais tous les faire venir vers toi et hop, après, dès que c'est qualifié, en fait, tu utilises toutes ces stratégies d'acquisition pour les qualifier et après, hop, tu passes au téléphone. Oui, ça peut carrément marcher. Et Justine, du coup, qui travaille avec moi sur des avocats, coucou, me dit les testimonials, donc les témoignages, en effet, ça marche bien. C'est des professions qui ont besoin de réassurance, de savoir que leur père utilise la solution que vous leur proposez. Donc ça peut être super pertinent. Attention, un docteur, c'est pas un témoignage. Un docteur en machin spécialisé, ça oui, un témoignage. Donc pareil, spécialisation et des cas d'usage qui leur ressemblent. Totalement. Mais surtout que c'est des sites qui sont quand même assez restreints, donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est des personnes qui ont besoin de l'approbation de leur père. Ça, c'est totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est bien, on a un outil sur. Attends, j'ai une question sur d'Étienne sur, pour le coup, les outils qu'on utilise pour mettre en place les workflows de stratégie. Je te laisse. Est-ce que toi, de ton côté B2C, vous avez un outil pour tout relier? Peut-être Zapier? Ouais, on utilise Zapier et un peu Integromat. Mais Integromat, c'est pour nous en interne. Mais on utilise Zapier. Et honnêtement, c'est top. Enfin, moi, ça fait 1000 ans que je l'utilise et c'est vraiment top. Ouais, tu fais quoi avec, par exemple, c'est quoi comment est-ce que tu construis tes workflows avec Zapier? Par exemple, dès qu'il y a un événement, enfin, en gros, notamment sur les études de marché, ce qu'on fait, c'est que on fait de la précommande, de la prévente ou tu vois sur un produit qui n'existe pas. Donc en fait, on enregistre les demandes de prévente et derrière, ça nous permet donc de stocker ces formulaires qui ont été remplis et d'envoyer, parfois en plus en fonction de la réponse, d'envoyer des emails et après d'automatiser à J+2, J+3, etc., quoi. Et donc avec Zapier, on arrive très bien à faire ça et ça marche très bien. Ok, super. Du coup, pareil, de mon côté, j'utilise pas mal Zapier, surtout pour le market et la qualification des leads. Par exemple, surtout parce qu'ils ont beaucoup d'intégrations que pour moi, n'a pas forcément. Pour ceux qui viennent de l'académie et qui descendent dans HubSpot et ensuite une suite de mails, etc., j'utilise Zapier de l'académie vers HubSpot. Et après, nous, on a la version payante d'HubSpot, marketing, là, pro, je sais pas quoi. Je peux faire un workflow dessus et pour le coup, en fait, ça descend et ça qualifie tout seul les leads. Et Integromat, je l'utilise énormément en interne, mais plus pour du process.
pour générer des documents, pour automatiser des trucs, mais plus en interne que Zapier, où vraiment Zapier, ça va être vraiment une agrégation de sources de market. Exact. Ouais, moi, Integromat, j'utilise surtout pour voir le cycle de vie de nos abonnés, quoi, pour voir exactement ce qu'ils font. Par exemple, la résiliation, on l'a automatisé sur Integromat. Parce qu'il y a un système de date, anniversaire, etc., que permettait pas Zapier. Là où Integromat, je trouve que c'est quand même beaucoup plus visuel et pour faire des workflows comme ça, c'est quand même, je trouve ça plus visuel, Integromat, plus sympa, quoi. Ouais, puis tu peux aller customiser de fou. Nous, je sais que pour des clients, on développe des solutions Integromat avec du code au milieu, tu vois, pour automatiser des API d'école, machin. On n'est peut-être pas entrer là-dedans tout de suite. Et Etienne, tu me demandes à quand les formations Zapier? Moi, je peux, quand tu veux. Quand tu veux, on s'appelle après, on en discute. Bon, bah, du coup, c'est cool d'avoir vu tous ces tools-là. Je sais qu'il y a un truc, tu m'en as parlé hier, ça m'intéressait vachement. C'était, j'allais dire la marque, mais c'était un exemple de stratégie B2B2C que tu avais mis en place pour une marque de CBD, un peu e-commerce, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que tu peux peut-être m'en dire plus ou... ouais, en gros, on a sur des e-commerce comme ça, enfin sur des produits qui sont e-commerce comme ça, on fait pas mal, on recommande soit de faire des partenariats, soit on a besoin d'aller séduire des distributeurs ou etc. Et en gros, on a tenté d'aller chercher des personnes sur LinkedIn pour cette marque-là. Bon, ça a été un peu mitigé parce que c'était quand même le début du produit. Vraiment, maintenant, la marque a un peu plus de notoriété. Mais on a mis en place une stratégie à la fois En fait, le but, c'était d'avoir une vraie stratégie multi-point de contact ou en tout cas multi-message. Et on a mis en place à la fois des pubs sur LinkedIn et à la fois, on essayait de faire en sorte que la personne qui était en charge de la communication de cette marque-là publie en organique sur LinkedIn. À la fois, on permettait aussi d'automatiser derrière des messages sur LinkedIn. Enfin, en gros, on essayait d'avoir une stratégie comme ça pour aller toucher des gens qui auraient pu faire distribuer ou en tout cas faire des partenariats avec la marque. Et ensuite, le but aussi, c'était de démocratiser un petit peu le produit. Et donc, via cette notoriété un peu de... En gros, il y a des produits où tu as besoin de faire d'éduquer autour du produit, ce qu'on disait tout à l'heure, soit parce que c'est un produit tech et que les gens ne l'ont jamais utilisé, soit c'est parce que, forcément, sur le CBD, bon, là, maintenant, ça va mieux. Mais au début, quand c'est lancé, les gens ne connaissent pas. Et donc, le fait d'aller chercher des gens un peu partout et de les éduquer par différents moyens, ça va permettre d'avoir, en fait, de toucher des clients de manière un peu plus, comment dire, ils ont moins de crainte, moins de peur, etc., quoi. Et, Ouais, tu vas chercher un peu des ambassadeurs autour ça, d'une marque, des prescripteurs presque, en fait. ouais, c'est ça. C'est en gros des prescripteurs qui vont permettre de porter le nom de la marque et notamment sur des produits un peu controversés comme ça au début, ça peut être intéressant, ouais. Exactement. Ok. Ouais, j'ai un exemple pareil de B2B2C qui est un peu intéressant. Bon, c'est pareil, c'est sur une profession libérale, sur les infirmières pour le coup. Excusez-moi, c'est un petit peu. Et en soi, on a utilisé en fait LinkedIn, pareil, pour aller chercher en fait des têtes de réseau. Ça, on n'y pense pas souvent aussi, mais il y en a quasiment tout le temps. Peu importe le produit que vous vendez, peu importe le service que vous vendez, il y a forcément des stratégies, ce qu'on appelle un peu one-to-many, à aller chercher des gens qui sont responsables d'un réseau, en particulier d'une association, d'un réseau, genre réseau entreprendre, même par exemple pour les infirmiers, là pour le coup, c'était président de l'association des infirmiers. Et en fait, il y en a partout dans toutes les régions. Et ces gens-là, c'est des voix qui sont puissantes parce que si vous allez les chercher, je dis infirmier parce que B2C, c'est en vrai infirmier, c'est pareil, profession libérale très dur à les toucher. Et ces gens-là, si vous arrivez à aller choper leur tête de réseau et que eux communiquent pour vous, ben là c'est bingo et vous n'avez pas tout ce travail de B2B à faire en dessous. Et moi, j'avais un autre exemple qui mêle un peu le B2B et le B2C. On a une marque qui est dans la food. Peut-être que vous avez deviné quelle marque c'est. En gros, cette marque-là, c'est du B2C à la base, mais elle est venue nous voir pour ouvrir une offre B2B. Et en fait, on s'est servi de cette notoriété B2C pour justement avoir cet esprit
ambassadeur et faire bottom-up, quoi. En gros, une fois que les personnes sont plusieurs à utiliser, enfin, en tout cas, à avoir recours au service de cette marque-là, ben, en fait, ça leur permet de faire remonter à leur office manager, par exemple, la possibilité, donc là, le sujet, c'était des cantines en entreprise, et donc la possibilité d'ouvrir une cantine en entreprise. Et par exemple, ce qu'on avait imaginé de concert avec leur service marketing, c'est en gros d'avoir un bot Slack qui envoie tous les jours le menu du jour, par exemple, et que dès que il y en a plusieurs qui acceptent de recevoir cette notification sur Slack, ben, en fait, on leur propose d'ouvrir une cantine et de dire à leur office manager, bon, ben regarde, on est une dizaine à avoir recours à prendre ce truc-là le midi, ouvre-nous une cantine, ça nous fera un service en plus, on sera content, etc. Donc là, la frontière entre B2B, une fois de plus, elle est un peu fluide, faire du B2C du côté pour avoir du B2B. Et je pense il y a plein de marques comme ça, soit qui ont pivoté, soit qui ont ouvert des services un petit peu qui étaient d'abord B2C et ensuite B2B. Et tu peux te servir de ça. Je trouve que c'est hyper smart de se servir de ce vivier de personnes qui ont l'habitude d'avoir recours à tes services pour avoir un écho en entreprise, quoi, avec un contrat du coup B2B. Carrément, archi malin. Ouais, c'est top cette stratégie, franchement. Ça me fait penser à des trucs là, que je vais appliquer après. Ok. Apprêtez-vous tous à recevoir des mails de ouf. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Laura. Je vais juste laisser la place, là, il est midi 57, à des dernières questions s'il y en a. Et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'on aura les slides, etc. On fera sûrement un résumé du webinaire dans un article ou un petit contenu avec ton workflow, mon workflow et les exemples qu'on a cités. De toute façon, tout est enregistré, vous pourrez voir en replay, partager à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez un avis sur ce webinaire et peut-être savoir quels sont les formats que vous voulez creuser la prochaine fois? Je sens qu'il y en a qui tapent, c'est pour ça que j'arrête de parler. Jules, tu vas parler d'un tuto pour le scrapping Google Maps. Où est-il? Hop. Allez, instant promo. Instant promo, Laura, peut-être, est-ce que tu as un service à proposer, à vendre? C'est quoi ton sujet du moment? Moi, mon sujet de toujours, c'est l'antichambre. Hein, donc, je vais vous mettre le lien de l'antichambre, sachant qu'on ouvre le freemium dans pas très longtemps. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne, on ouvrira. Hop, je vous mets le lien. On ouvrira les freemium. Ouais, pas mal de bonnes formations sur l'antichambre. Il y a des tutos qu'on vous piquera. Mais non, allez-y, franchement, du lourd surtout sur la pub, etc. J'ai pu en voir quelques-unes. Moi, j'avoue, les formations LinkedIn et email, elles sont mieux chez nous. Mais au moins, vous avez les deux et vous pourrez consulter. Donc voilà, on attend vos avis avec impatience. Merci à tous d'avoir participé. Il en reste encore 24, c'est beau. Et vous recevrez automatiquement le lien du replay et dans quelques jours, on vous enverra le résumé de tout ce contenu. Yes, merci. Merci beaucoup Pierre et merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire. Bye bye. Salut. Merde, attends, tu m'as regardé. Ah non, c'est merci. En plus, c'est toujours ça la vision. C'est toujours plaisir.